On dit que l'amour d'une mère n'a pas de limite. On nous répète que c'est un puits sans fond, un sanctuaire dont les portes ne se ferment jamais, peu importe la violence avec laquelle le monde s'abat contre elle. On nous dit, dès l'instant où nous tenons cette petite vie fragile dans nos bras, que notre but est de protéger, de subvenir aux besoins et de nous sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste de nous qu'une enveloppe vide. Mais on nous prévient rarement du danger d'une telle dévotion. On ne nous dit pas qu'en versant chaque goutte de notre âme dans un enfant, en le protégeant de chaque conséquence et en lui offrant le monde sur un plateau d'argent, on risque de nourrir un monstre. Parfois, nous aimons nos enfants au point de perdre la capacité de voir qui ils sont réellement, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Nous confondons leur arrogance avec de la confiance et leur cruauté avec une simple phase. Nous nous disons que si nous donnons un peu plus, si nous sacrifions encore une chose, ils finiront par comprendre. Mais certains cœurs sont comme des passoires. Peu importe la quantité d'amour que vous y versez, ils restent vides, froids et affamés de toujours plus. Ceci est l'histoire du jour où mon puits s'est tari et de la vérité glaciale qui a fini par pousser à sa place. Je m'appelle Jennifer. Pendant 23 ans, mon univers entier tournait autour d'un jeune homme nommé Brandon. Je l'ai élevé seul, dans une maison qui semblait trop grande pour nous deux, mais j'ai veillé à ce qu'il ne ressente jamais le vide. J'avais mis son père à la porte quand Brandon n'était qu'un bambin. C'était un homme qui préférait le fond d'une bouteille aux responsabilités d'une famille, et je refusais que mon fils grandisse dans cette ombre. J'ai cumulé 3 emplois au début, frottant des parquets et tenant des comptes, jusqu'à ce que je finisse par bâtir mon propre cabinet de conseil. Je suis devenue millionnaire par la seule force de ma détermination acharnée. Je voulais que Brandon ait tout ce que je n'avais pas eu. Je voulais qu'il aille dans les meilleures écoles, qu'il porte les vêtements les plus fins et qu'il ne connaisse jamais le poids écrasant d'une facture impayée. Mais dans ma hâte de lui offrir une vie parfaite, j'ai oublié de lui apprendre comment être un homme. Brandon a grandi gâté, imbu de lui-même et profondément rancunier. C'était un décrocheur universitaire qui passait ses journées à la salle de sport et ses nuits dans les clubs les plus chers de la ville, facturant tout sur les cartes de crédit que je remboursais chaque mois. Il ne me remerciait pas. Au lieu de cela, il me blâmait. Il me disait que c'était ma faute si son père n'était pas là, comme si l'homme dont je l'avais protégé était un héros perdu au lieu d'un bon à rien. La tension entre nous a atteint un point de rupture par une nuit humide d'avril. Brandon était devenu obsédé par une femme nommée Alex. Elle était plus jeune, tranchante, avec des yeux qui cherchaient l'étiquette de prix sur tout ce qu'elle touchait. C'était une croqueuse de diamants, purement et simplement. Mais Brandon était aveuglé. Il voulait l'impressionner, prouver qu'il était le flambeur qu'il prétendait être. Ce soir-là, il s'est rendu dans un bar chic du centre-ville, et je sentais un nœud d'angoisse se serrer dans mon estomac. Je savais qu'il avait bu avant même de quitter la maison. Je connaissais sa façon de conduire quand il voulait se montrer. Alors, appelez cela l'intuition d'une mère ou sa malédiction, je l'ai suivi. Je suis restée assise dans ma voiture en face du bar, regardant les néons vaciller. Finalement, je n'ai plus pu tenir en place. Je suis entrée, espérant simplement le convaincre de me laisser lui appeler un taxi. Je l'ai trouvé à une table d'angle, entouré d'Alex et d'un groupe d'amis superficiels. Il enchaînait les verres de bourbon comme si c'était de l'eau. Quand il m'a vu approcher, son visage ne s'est pas adouci de soulagement. Il s'est tordu en un masque de haine pure et simple. Il n'a pas chuchoté. Il n'a pas essayé de m'écarter. Il s'est levé, repoussant sa chaise si fort qu'elle a claqué contre le sol. Il a pointé un doigt tremblant vers moi et a ri, un son fort et saccadé qui a attiré tous les regards dans la salle. Il m'a traité de vieille femme étouffante et pathétique. Il a dit à ses amis que j'étais une harceleuse qui ne pouvait pas accepter qu'il soit un homme maintenant. Il s'est penché tout près, son haleine sentant l'alcool cher et la méchanceté bon marché, et m'a dit que la seule raison pour laquelle il me regardait encore était son allocation mensuelle.
Il a dit qu'il attendait avec impatience le jour où je passerai enfin l'arme à gauche pour ne plus avoir à regarder mon visage fatigué et désespéré. Alex a gloussé derrière sa main, les yeux brillants d'amusement. Je suis restée là, pétrifiée, la chaleur de l'embarras brûlant mes joues, mais mon cœur réagissait différemment. Il se brisait, oui, mais il se glaçait aussi. Je suis sortie de ce bar sans un mot, le son de leur rire résonnant à mes oreilles comme un glas funèbre. J'étais assise dans ma voiture, tremblante, quand je l'ai vu sortir précipitamment 10 minutes plus tard. Il trébuchait, cherchant ses clés, et il a ignoré le voiturier. Il est monté dans sa voiture de sport noire, celle que je lui avais achetée pour ses 21 ans, et a quitté le parking en trombe. Je n'ai pas réfléchi, j'ai bougé. Je me suis garée à côté de lui à un feu rouge et j'ai sauté de ma voiture pour courir vers sa portière passager. Je suis entrée avant qu'il ne puisse la verrouiller, le suppliant de s'arrêter, de me laisser conduire. Il s'est contenté de me ricaner au nez, les yeux vitreux. Il m'a dit de me taire et de m'accrocher. Il a écrasé l'accélérateur, le moteur hurlant alors que nous déchirions les rues de la ville. Le compteur grimpait, 100, 120, 160. Le monde extérieur n'était plus qu'un flou gris et jaune. Je lui criais de ralentir, mes mains agrippées si fort au tableau de bord que mes articulations étaient blanches. Puis, c'est arrivé. L'éclair d'un manteau sombre, une silhouette lente sur le passage clouté. Il y a eu un bruit que je n'oublierai jamais, un choc sourd et lourd qui a fait vibrer toute la carrosserie de la voiture. Brandon a pilé sur les freins et nous avons fait une embardée, les pneus crissant jusqu'à ce que nous nous arrêtions 50 mètres plus loin. Dans le rétroviseur, j'ai vu une forme recroquevillée sur l'asphalte. Elle ne bougeait pas. Le silence qui a suivi était plus fort que le fracas. Brandon hyperventilait, ses mains tremblant sur le volant. Les sirènes hurlaient déjà au loin. Il m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai revu le petit garçon qui courait vers moi quand il faisait un cauchemar. Mais ce garçon avait disparu. Il a regardé la boîte à gants et m'a dit de lui prendre ses cigarettes, la voix haute et frénétique. Alors que je me penchais, la tête tournant sous le choc, les voitures de police se sont garées, leurs gyrophares bleus et rouges balayant l'intérieur de la voiture. Et là, la trahison a eu lieu. Ce fut si rapide, si calculé, que je l'ai ressenti comme un coup de poing physique en pleine poitrine. Alors que les agents s'approchaient de la vitre, lampe torche à la main, Brandon n'a pas avoué. Il n'a même pas hésité. Il m'a désigné du doigt, la voix brisée par un faux sanglot. Il a dit aux policiers que c'était moi qui conduisais. Il a dit que c'était moi qui roulais trop vite, que j'étais imprudente et que je l'avais forcé à échanger nos places au moment où nous nous étions arrêtés parce que je ne voulais pas perdre mon entreprise. Je l'ai regardé, la bouche bée, attendant la chute de la plaisanterie. Mais il n'y en avait pas. Il a regardé l'officier dans les yeux et a menti avec une aisance qui m'a glacé le sang. Il jouait le fils traumatisé, la victime de l'ego d'une mère puissante. J'ai regardé la forme sombre sur la route, la vie qui venait de s'éteindre à cause de l'arrogance de mon fils. Et à cet instant, un sentiment de devoir maternel tordu et empoisonné a surgi en moi. J'ai pensé à ce que la prison lui ferait. J'ai pensé à son avenir, à sa vie. J'avais 50 ans. J'avais vécu. Lui commençait à peine. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé les policiers me passer les menottes. Je les ai laissés me lire mes droits. J'ai endossé la responsabilité de l'homicide involontaire, pensant que cet ultime sacrifice serait enfin la chose qui le changerait. Je pensais qu'en lui donnant ma liberté, j'achèterais enfin son amour et sa rédemption. J'avais tort. J'ai été condamnée à 7 ans dans un pénitencier d'État. La première année ne fut qu'un flou de béton gris, d'odeur d'eau de javel industrielle et du cliquetis constant et rythmé des lourdes portes en acier. La prison n'est pas comme dans les films. C'est une érosion lente et broyante de votre humanité. Vous n'êtes plus une personne.
Vous êtes un numéro. Je passais mes journées à la blanchisserie, la vapeur flétrissant mon esprit, et mes nuits à fixer un petit morceau de ciel à travers une fenêtre à barreaux. Mais la pénibilité physique n'était rien comparée à l'agonie du silence. Je l'ai attendu. Chaque jour de visite, je m'asseyais sur cette chaise en plastique, les yeux rivés sur la porte, attendant que le nom de Brandon soit appelé. Il ne l'a jamais été. 1 mois a passé, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pas une seule lettre, pas un seul appel téléphonique, pas un seul centime pour ma cantine. J'ai fini par apprendre la vérité grâce à mon amie Cindy, qui fut la seule à me rester fidèle. Elle m'a raconté que Brandon menait une vie de roi. Il avait installé Alex dans ma maison. Il vendait mes bijoux, mes voitures et des pièces de ma collection d'art pour financer leur train de vie. Il racontait à tout le monde que j'étais un monstre, une ivrogne qui avait ruiné la vie d'un homme innocent, et que c'était lui, la véritable victime. Il attendait que je meure là-dedans, disait Cindy. Il disait ouvertement qu'il espérait que le stress m'emporterait pour qu'il puisse enfin hériter de l'entreprise et du reste de la succession sans avoir à gérer la honte de ma libération. Il n'avait pas été changé par mon sacrifice. Il en avait été enhardi. Il pensait avoir réussi le crime parfait parce que sa mère était une imbécile. La colère n'est pas venue d'un coup. Ce fut une combustion lente, une chaleur constante qui a commencé à remplacer le vide froid dans ma poitrine. J'ai passé les 4 années suivantes à étudier. Je travaillais à la bibliothèque de la prison et j'ai contacté un homme nommé Larry. Larry était un avocat de la défense, affûté et implacable, spécialisé dans les condamnations injustifiées. Il m'a rendu visite et pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Je lui ai parlé de l'échange de places. Je lui ai parlé des cigarettes dans la boîte à gants et des preuves médico-légales que la police avait ignorées à cause de mes aveux. Nous avons travaillé dans l'ombre. Cindy a rassemblé des relevés bancaires montrant le pillage systématique de mes comptes par Brandon. Larry a trouvé un témoin, un sans-abri qui dormait dans le parc cette nuit-là et qui avait vu le conducteur sortir du côté passager après l'accident. Cela a pris du temps. Cela a demandé des années de travail méticuleux et silencieux. Mais 6 mois avant la fin de ma peine complète, la vérité a été officiellement reconnue par les tribunaux. Ma condamnation a été annulée. J'étais une femme libre. Mais je ne voulais pas que le monde le sache. Pas encore. Je voulais voir jusqu'où allait la dépravation de Brandon. J'avais besoin de savoir s'il restait ne serait-ce qu'une parcelle du fils que j'aimais dans cet homme. Je me suis installée dans une petite maison tranquille d'une ville voisine. Larry et moi nous étions rapprochés pendant la bataille juridique. C'était un homme intègre et chaleureux, tout l'opposé des hommes que j'avais connus. Nous avons construit une vie dans les espaces calmes, une vie loin du faste et des paillettes de mon monde précédent. Mais j'avais une dernière tâche à accomplir. J'ai demandé à Cindy de me rendre un dernier service. Elle a croisé accidentellement Brandon dans un restaurant haut de gamme où il célébrait l'anniversaire d'Alex. Elle l'a regardé dans les yeux, le visage masqué par un faux chagrin, et lui a dit que le stress de la prison avait fini par avoir raison de moi. Elle lui a dit que j'étais décédée dans mon sommeil 1 semaine avant ma libération prévue. La façon dont Cindy a décrit sa réaction m'a donné l'impression d'être de retour dans cette cellule de prison glaciale. Il n'a pas pleuré. Il n'a même pas interrompu son repas. Il a simplement posé sa fourchette, a regardé Alex et a souri. Il a dit aux serveurs d'apporter leur bouteille de champagne la plus chère. Il a passé la semaine suivante à s'acheter un costume de créateur sur mesure et une nouvelle montre, disant à Alex que la vieille peau leur avait enfin rendu service. Il était ravi. Il était extatique. Il appelait le bureau de mon avocat chaque jour, exigeant de savoir quand le testament serait lu et quand il pourrait enfin prendre le contrôle de l'entreprise. Il n'a pas demandé où j'étais enterrée. Il n'a pas demandé si j'avais laissé des dernières paroles. Il voulait juste l'or. Le jour de la lecture du testament était une matinée froide et couverte. Brandon est entré d'un pas assuré dans le bureau de Larry aux boiseries d'acajou, Alex accroché à son bras comme un trophée. Il portait le costume qu'il avait acheté avec mon argent,
ayant tout l'air de l'héritier affligé qu'il n'était pas. Larry était assis derrière son bureau, le visage illisible. Il a attendu que Brandon s'installe dans le fauteuil de cuir, se penchant en avant avec un regard avide et affamé. Brandon n'a même pas salué. Il a juste demandé combien de temps cela allait prendre et quand il pourrait signer les documents pour transférer les titres de propriété. Larry n'a pas dit un mot. Il a simplement pris une télécommande et a allumé un grand téléviseur fixé au mur. L'écran s'est animé et le visage de Brandon est passé d'arrogant à livide en un instant. C'était une vidéo. J'étais assise dans un salon baigné de soleil, tenant une petite et magnifique petite fille dans mes bras. J'avais l'air plus jeune, en meilleure santé et plus heureuse que je ne l'avais été en 20 ans. Le bébé était ma fille, Maya, dont Larry et moi avions été bénis peu après ma libération. Dans la vidéo, je regardais directement la caméra, directement dans l'âme de Brandon. Je lui ai dit que j'étais vivante. Je lui ai dit que je savais tout. Je lui ai dit que je l'avais regardé célébrer ma mort alors que j'étais occupée à construire une vraie famille avec un homme qui connaissait enfin le sens du mot. J'ai révélé que pendant que j'étais en prison, j'avais travaillé avec Larry pour restructurer légalement chacun de mes actifs. J'avais vendu l'entreprise à un partenaire silencieux des mois auparavant. J'avais vidé chaque fonds fiduciaire, chaque compte offshore et chaque bon d'épargne. J'ai regardé les mains de Brandon se mettre à trembler sur l'écran de télévision. Dans la vidéo, je lui ai dit qu'il était officiellement déshérité. Je ne lui avais laissé qu'une seule chose dans le testament. L'acte de propriété d'un petit appartement délabré d'une seule pièce dans le pire quartier de la ville, le quartier même où j'avais commencé ma vie de mère célibataire en difficulté. Je lui ai dit que puisqu'il aimait tant la difficulté, il pouvait l'avoir tout entier pour lui seul. Je lui ai dit que le train de la belle vie avait déraillé et qu'il était maintenant exactement ce qu'il m'avait toujours accusé d'être. Rien. Je lui ai dit que le karma ne vient pas toujours avec un grand fracas. Parfois, il vient avec une vidéo silencieuse et une porte fermée. L'effondrement fut spectaculaire. Brandon n'a pas seulement pleuré, il a hurlé. Il a émis un son comme celui d'un animal blessé, un cri aigu et ténu d'une agonie purement égoïste. Il a rejeté la tête en arrière et a crié vers le plafond, son visage devenant d'un violet marbré et hideux. Il a tendu la main vers Alex, ses mains tremblantes, cherchant une sorte de réconfort. Mais Alex était déjà debout. Elle le regardait, non pas avec pitié, mais avec un dégoût froid et tranchant. Elle a compris en un instant que l'homme à qui elle s'était attachée n'était plus qu'un moins que rien sans le sou. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a ajusté son sac à main de créateur, celui que j'avais payé, et est sortie du bureau, le laissant seul dans les décombres de sa propre cupidité. Brandon s'est effondré au sol, s'agrippant au costume de créateur qui était maintenant la chose la plus précieuse qu'il possédait, sanglotant pour une mère qu'il avait passé une décennie à essayer de détruire. Maintenant, je suis assise sur mon porche alors que le soleil commence à se coucher, regardant Larry jouer avec Maya dans l'herbe. L'air est doux et la maison est remplie d'une paix calme et stable que je n'aurais jamais cru possible. Je ne cherche pas à savoir ce que devient Brandon. Je n'en ai pas besoin. Cindy me dit qu'il travaille comme agent d'entretien dans un centre commercial local, vivant dans cet appartement d'une pièce entouré des fantômes de la vie qu'il a gâchée. Je ne ressens pas de joie devant sa souffrance, mais je ne ressens pas de pitié face à cela non plus. J'ai appris que l'amour d'une mère peut être vaste, mais qu'il n'est pas un pacte de suicide. On ne peut pas sauver quelqu'un qui aime le feu. J'ai trouvé une vraie famille maintenant, construite sur le respect et la vérité, plutôt que sur le sacrifice et les mensonges. La vie est une cuisine, et tôt ou tard, le karma sert à chacun exactement le plat qu'il a passé sa vie à cuisiner. Je suis simplement heureuse que pour la première fois de ma vie, je sois enfin assise à une table où la nourriture est honnête et l'amour véritable. Je repense à ces 7 années dans le noir et je réalise qu'elles n'ont pas été un gâchis. Elles ont été un feu purificateur. Elles ont dépouillé la femme qui pensait pouvoir acheter l'âme de son fils.
et elles ont laissé derrière elles une femme qui connaissait sa propre valeur. Je regarde Maya et je sais que je l'élèverai différemment. Elle connaîtra la valeur d'$1, mais plus important encore, elle connaîtra la valeur d'une personne. Elle saura que l'amour est une rue à double sens et que le respect est le péage qu'on paie pour y voyager. Mon fils a cru pouvoir m'enterrer, mais il n'a pas réalisé que j'étais une graine. J'ai poussé pour devenir quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre, quelque chose de fort, de grand et de totalement hors de sa portée. Le silence de ma nouvelle vie est mon plus grand trésor. Il n'y a plus d'appels téléphoniques de la prison au milieu de la nuit. Plus de disputes hurlées à propos des factures de carte de crédit. Et plus de tentatives désespérées pour obtenir un sourire d'un homme qui ne me voyait que comme un distributeur automatique. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour un monstre est d'arrêter de le nourrir. Vous devez le laisser avoir assez faim pour qu'il réalise ce qu'il a perdu. Que Brandon apprenne un jour cette leçon n'est plus mon problème. J'ai passé assez de temps de ma vie à vivre pour lui. Le reste de mes années appartient à l'homme qui s'est battu pour ma liberté et à la petite fille qui me rappelle chaque jour que la vie est un cadeau, pas un fardeau. Si vous écoutez ceci et que vous luttez avec un enfant qui vous brise le cœur, je veux que vous sachiez qu'il est permis de partir. Il est permis d'arrêter de sacrifier votre lumière pour le garder au chaud, alors que c'est lui qui a allumé l'incendie. Vous n'êtes pas une mauvaise mère parce que vous exigez le respect. Vous n'êtes pas un échec parce que vous le laissez affronter le monde qu'il a créé. On nous dit que nous devons tout endurer, mais c'est un mensonge. Nous devons endurer pour ceux qui nous aiment en retour. Pour les autres, nous devons simplement tenir jusqu'à ce que nous trouvions la sortie. Le monde est un vaste endroit, et il y a tellement plus à vivre que les 4 murs d'une relation toxique. J'ai trouvé ma paix au milieu d'une tempête, et j'ai trouvé ma voix au milieu d'un silence. Je suis Jennifer et je ne suis plus un sacrifice. Je suis une femme qui a survécu, une femme qui a prospéré, et une femme qui comprend enfin que la meilleure vengeance n'est pas la haine, c'est de vivre une vie si pleine et si belle que les gens qui ont essayé de vous détruire ne deviennent rien de plus qu'une note de bas de page dans une histoire bien plus vaste et bien plus grandiose. Alors que Maya rit et que Larry l'attrape, la faisant tournoyer dans la lumière dorée de l'après-midi, je ressens une chaleur qui n'a rien à voir avec le soleil. C'est la chaleur d'une vie bien vécue. C'est la satisfaction de savoir que la balance a enfin été équilibrée. Brandon est dans sa chambre froide et je suis dans la lumière. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Et en fin de compte, la justice est la seule chose qui nous permet de dormir profondément la nuit. Alors, gardez vos proches près de vous, mais gardez vos limites encore plus près. Ne laissez pas votre cœur devenir un paillasson pour quelqu'un qui ne prend même pas la peine de s'essuyer les pieds. Vous méritez mieux. Nous méritons tous mieux. Et parfois, le seul moyen de l'obtenir est de laisser le feu s'éteindre de lui-même et de recommencer à partir des cendres. Les ombres sont longues maintenant, s'étirant sur la pelouse, et les premières étoiles commencent à percer le bleu velouté du ciel. Il est temps de rentrer, vers la chaleur, les rires et la vérité. Mon voyage a été long et douloureux, mais il m'a mené ici. Et ici est exactement l'endroit où j'ai toujours été censée être. Le fils ingrat est un fantôme maintenant, le souvenir d'une version de moi-même que je ne reconnais plus. Je suis entière, je suis libre, et je suis enfin chez moi.